T'es-tu déjà demandé ce qu'il y a derrière l'arme légère la plus répandue de l'histoire? Chaque année, on assemble plus d'1 million de fusils dérivés du dessin AK-47, incontournable au cinéma, dans les jeux vidéo et les reportages de guerre. Pourtant, peu connaissent le parcours industriel qui transforme l'acier incandescent et le bois lamellé en un fusil réputé pour sa fiabilité presque légendaire. En 1947, le sergent Mikhail Kalachnikov s'était fixé pour ambition de créer une arme automatique si simple et robuste qu'elle tirerait fiablement de la tempête polaire au désert poussiéreux. De cette volonté est né l'automate Kalachnikova, modèle 1947, le célèbre AK-47. Et, pour honorer sa philosophie, la production moderne reste articulée autour de 2 piliers. L'acier à haute ténacité, qui arrive sous forme de lingots ou de plaques épaisses déchargées par des ponts roulants et tracées par l'eau et composition, et le bois lamellé de bouleaux ou de hêtres, découpé en planches qui traversent des fours de séchage pour éliminer l'humidité avant toute découpe. Tandis que le métal progresse dans des fours dépassant 1050 degrés Celsius pour acquérir la dureté requise, le bois passe dans des presses hydrauliques qui compactent ses fibres avec des résines thermodurcissables, créant un stratifié capable de résister aux chocs et d'éviter les fissures liées aux variations d'humidité. La combinaison exacte qui rend possible un fusil fiable dans les environnements les plus extrêmes. Quand l'acier, brillant sous l'effet de la chaleur, est encore malléable, on le coule dans des moules de fonderie qui reproduisent les silhouettes de base du boîtier de mécanisme, du porte-boulon et du canon. Une fois solidifié, chaque bloc passe par des presses d'emboutissage capables d'exercer jusqu'à 1000 tonnes de pression. C'est ainsi que s'obtiennent des parois externes uniformes et des nervures internes qui supporteront la détonation. Puis des tours à commande numérique PERC et... Non, corrigé. Ensuite, des tours à commande numérique perforent l'âme du canon avec une tolérance de centième de millimètre. Un alésoir strié, lubrifié en continu, crée les rayures hélicoïdales qui stabilisent la balle en vol. D'autres centres d'usinage usinent des rainures pour la sécurité, des orifices pour les axes et des filets qui recevront plus tard les vis d'assemblage. Les pièces mineures, la queue de détente, le marteau, la retenue du chargeur, sont emboutis dans des presses plus petites, puis soumises à des traitements thermiques, recuits pour soulager les contraintes, trempes pour durcir les surfaces critiques et revenus pour éviter la fragilité. Chaque pièce fait l'objet d'une inspection individuelle. Des gabarits calibrés et des lasers révèlent la moindre déviation. Tout composant défectueux est écarté sans pitié. La réputation de fiabilité de l'AK n'admet aucune concession. Lorsque chaque composant métallique a été vérifié au micromètre, on passe à l'assemblage de précision. Le porte-boulon mobile glisse dans le boîtier de mécanisme aux côtés du ressort récupérateur, pièce qui absorbe l'énergie du recul et replace le boulon en position après chaque tir. On installe ensuite le marteau, le percuteur et l'ensemble gâchette, dont les ressorts, prégargés et traités thermiquement, ont été testés pour résister à plus de 100 000 cycles sans perte de tension. Des techniciens spécialisés veillent à ce que les surfaces de contact soient polies et alignées, appliquent un film de lubrifiant anti-corrosion et vérifient l'absence de bavure susceptible de freiner le mouvement. Chaque fusil effectue alors un cycle manuel à sec. On actionne le levier d'armement, on le libère, on appuie sur la détente et on observe la séquence complète du mouvement. Toute résistance inhabituelle, bruit métallique ou anomalie renvoie l'arme à l'établi, où l'on rectifie la surface incriminée ou remplace la pièce avant de répéter l'essai, garantissant ainsi un fonctionnement fluide, fiable et sûr. Quand le cœur mécanique est fin prêt, vient la transformation externe. Le capot supérieur embouti se positionne sur le boîtier de mécanisme et se fixe par une goupille élastique permettant un démontage en quelques secondes. On ajoute la crosse, la main courante et la poignée, classiquement en bois lamellé verni, bien que les versions modernes privilégient des polymères renforcés pour alléger l'ensemble. Le canon rayé se visse ou se rivette avec une précision micrométrique à la chambre pour assurer l'étanchéité parfaite des gaz. Aussitôt, l'ensemble tuyau de gaz-piston se monte pour convertir la pression du tir en recul contrôlé qui réarme l'arme. La hausse et le guidon sont réglés en dérive et en élévation pour garantir des impacts fiables au-delà de 300 mètres. Enfin, le chargeur emblématique en forme de banane, d'une capacité de 30 cartouches, alimente l'armement sans encombre, même sous une couche de sable ou de boue. Chaque pièce s'emboîte dans des tolérances minimales. 1 mm d'écart suffirait à compromettre l'éjection des étuis et à rendre le fusil hors service. Une fois l'assemblage terminé, chaque fusil se dirige sans pause vers le pas de tir interne, un tunnel balistique doublé d'acier et bourré de capteurs où se déclenche la première rafale avec munitions réglementaires.
des caméras à grande vitesse et des radars Doppler saisissent le cycle de tir image par image pour confirmer une cadence proche de 600 coups par minute, éliminer tout risque de coincement et relever la trajectoire des étuis éjectés. Si cette première épreuve est franchie, l'arme est fixée sur un banc de précision pointant vers des cibles électroniques à 100 et 300 mètres. Le logiciel mesure le groupement et exige que tous les impacts se situent dans le cercle nominal. Si un seul point sort de la zone, l'arme est retournée en inspection. Vient ensuite le test de résistance thermique. On tire plusieurs charges de 30 cartouches jusqu'à faire chauffer la paroi externe du canon à 350 degrés Celsius. Un thermovis? Non, un thermovis. Un thermovis. Pardon, un thermovis? Ok. Un thermovis, infrarouge surveille la température et au seuil atteint, les techniciens extraitent le canon et emploient des cales internes pour vérifier que le rayage n'a pas déformé. Puis la ligne de sécurité soumet le fusil à un test de surpression avec des cartouches Proof, générant 20% de charge supplémentaire par rapport à la norme. Des manomètres installés en chambre confirment que la pression maximale ne provoque ni fissure ni altération du jeu avant fermeture, tandis que des micromètres numériques contrôlent les tenons de verrouillage. Ensuite, on active le cran de sûreté en mode automatique et on frappe l'arme contre un enclume de caoutchouc pour écarter tout départ accidentel ou double départ de coup. On ajoute aussi un test de chute depuis 1,50 m sur une plaque d'acier, ainsi qu'une immersion dans une chambre à poussière puis dans une atmosphère saline pour vérifier que ni la poussière fine ni l'humidité n'entravent le cycle de réarmement. À chaque étape se génèrent des rapports chargés dans le MES, reliés au numéro de série gravé au préalable. Si le logiciel détecte une valeur hors tolérance, l'unité est dirigée vers la cellule de diagnostic où un scanner tridimensionnel compare la pièce suspecte au modèle CAD-M. Si l'écart peut être corrigé, on polit ou on remplace la pièce et le fusil retourne au début de la série d'essais. Sinon, il est entièrement désassemblé et son métal refondu pour boucler le cycle de recyclage. Lorsque l'arme passe sans défaut la batterie de tests balistiques et dimensionnels, un laser à fibre haute précision grave sur le boîtier de mécanisme le numéro de série, l'année de fabrication et le pays d'origine, ainsi qu'un micro QR code renvoyant à un registre numérique immuable, de sorte que toute inspection, douane, arsenaux ou champ d'entraînement puisse retracer d'un simple scan l'historique complet du fusil. Vient ensuite un tunnel de dégraissage où des buses pulvérisent des solvants neutres qui emportent les résidus d'huile et les particules métalliques. Un jet d'air comprimé à 60 degrés Celsius le sèche en moins de 3 minutes. Et, pour prévenir la corrosion, on applique une fine brume d'huile inhibitrice qui pénètre goupilles et filets. Une fois le traitement achevé, des opérateurs gantés antistatiques démontent le chargeur, le capot supérieur et autres sous-ensembles mobiles, plaçant chaque pièce dans des compartiments découpés dans de la mousse de densité moyenne à l'intérieur d'une caisse individuelle. Cette caisse contient un manuel d'utilisation multilingue avec schéma de maintenance, un kit d'outils de base, tournevis, goupilles de rechange, clé de réglage de gaz, un chiffon en microfibre, une brosse de nettoyage et, selon contrat, des accessoires optionnels tels qu'une sangle tactique, une baïonnette ou un kit de pièces critiques. Emballées, les caisses progressent sur un convoyeur vers la station de palettisation automatique où des bras robotisés les disposent dans des conteneurs étanches certifiés selon 1000 STD 810H. Ces coffres résistent à la brune saline, aux vibrations de 15 G et aux variations thermiques de moins 40 degrés Celsius à plus 70 degrés Celsius et intègrent des enregistreurs électroniques consignant choc, humidité et pression tout au long du transport, laissant une trace qui accompagne le fusil jusqu'à sa destination finale. Avec plus de 100 millions d'unités fabriquées, chiffre qui comprend depuis les AK-47 originaux jusqu'à leurs innombrables variantes et copies, ce fusil représente, selon diverses sources, environ 20% de toutes les armes à feu en circulation. Après son adoption officielle par l'URSS à la fin des années 1940, Moscou a accordé des licences de fabrication à des pays alliés pour renforcer son influence géopolitique. Ainsi naquirent des lignes de production en Bulgarie, Pologne, Allemagne de l'Est, Chine, Corée du Nord, Égypte ou Cuba. Avec l'effondrement soviétique et l'ouverture des archives, la technologie s'est encore plus diffusée. Aujourd'hui, au moins 30 nations détiennent des permissions d'assemblage, tandis que des ateliers non autorisés dans les zones de conflit fabriquent des variantes artisanales avec des outils rudimentaires, souvent en recyclant de la ferraille. Sur les marchés parallèles des régions instables, un AK peut coûter moins qu'une ration de nourriture chaude, ce qui en fait l'option privilégiée des guérillas, groupes insurgés et organisations criminelles. Cette omniprésence se reflète aussi au plan symbolique. Il figure sur des drapeaux, celui du Mozambique par exemple, dans des emblèmes militaires et même à la une de revues culturelles.
Parallèlement, c'est l'arme de service de dizaines d'armées et de polices des pays à revenus faibles ou moyens en raison de son entretien simple et de la disponibilité abondante de pièces détachées. Ironie du sort, son créateur, Mikhail Kalachnikov, n'a jamais touché de redevance. En tant qu'ingénieur d'État soviétique, il avait cédé ses droits au gouvernement et est décédé en 2013 en déclarant qu'il avait conçu l'outil pour défendre la patrie, tout en regrettant l'usage indiscriminé que divers acteurs firent de son dessin. 7 décennies de service avec des modifications minimes, nouveaux polymères, rails pour optique, compatibilité lance-grenade, confirmant la robustesse de la plateforme originelle. Ainsi, l'AK-47 est devenu un icône double, symbole de résistance populaire dans certains contextes et de violence généralisée dans d'autres. Rappel éternel de la façon dont l'ingénierie peut dépasser son but initial et façonner l'histoire mondiale de manière aussi complexe que contradictoire. Au-delà des chiffres de production et de l'émerveillement que suscite une ligne d'assemblage fonctionnant comme une horloge, bat un dilemme humain qu'il est impossible d'ignorer. Chaque unité fabriquée est à la fois un prodige technique et une menace latente. Des fours à arc électriques transformant les lingots en métal incandescent, des presses hydrauliques moulant les pièces sous des centaines de tonnes de pression, des robots à 6 axes assemblant les mécanismes avec une précision submillimétrique, et des inspections laser mesurant des tolérances invisibles à l'œil nu, célèbrent l'extraordinaire capacité de transformer la matière première en objets sophistiqués. Cependant, ce même déploiement technologique implique une responsabilité éthique qu'on ne saurait déléguer ni différer. Le protocole qualité inclut des contrôles dimensionnels pilotés par logiciel, des analyses métallographiques à la recherche de micro-fissures et des tirs d'essai soumettant chaque arme à des surpressions supérieures aux conditions opérationnelles, tout cela pour garantir que le produit fonctionne sans défaillance. Mais lorsque l'emballage impeccable, caisse individuelle avec manuel multilingue, kit de maintenance et capteur d'impact, se referme et s'empile dans des containers étanches prêts au transport, débute un autre chapitre. La vie réelle du dispositif entre les mains de personnes, d'organisations ou d'États aux motivations et contextes radicalement divers. Connaître ce parcours complet, du rugissement des fours fusionnant l'acier jusqu'au silence logistique des palettes scellées, invite à se demander à quel moment l'admiration pour l'efficacité, la rentabilité et la virtuosité ingénierie doit céder le pas à une réflexion plus vaste sur les conséquences sociales et humaines de la production. La fascination pour la mécanique de précision est légitime, mais ne prend son plein sens que si l'on reconnaît que chaque produit, aussi fiable et sophistiqué soit-il, s'inscrit dans un réseau de décisions qui affectent des vies, des communautés et, ultimement, la manière dont nous concevons la responsabilité collective inhérente à tout progrès technologique. Chaque lot quittant la chaîne d'assemblage reflète 2 réalités, celle du processus technique qu'il a engendré et celle des usages divers qu'il peut recevoir. Dans l'usine, des thermographes et des cales vérifient les tolérances. Des algorithmes confirment la cadence de tir et les scellés de sécurité garantissent un emballage irréprochable. Au dehors, le fusil cesse d'être un objet soumis au contrôle industriel pour devenir partie prenante de scénarios politiques, économiques ou sécuritaires variés. Ce contraste entre la rigueur du processus de fabrication et l'incertitude de l'usage final invite non seulement à comprendre comment l'arme est produite, mais aussi dans quel but, qui l'emploiera et avec quelles conséquences.